Welcome les amis, on se retrouve pour mon avis sur WWE Fastlane 2017 et commençons donc directement par le match qu'il y a eu en pré-show, un match par équipe entre Akira Tozawa et Rick Swann qui ont battu Noam Dar et V-Brian Kendrick. Un très bon match entre ces quatre hommes qui introduit bien le show, c'est un bon petit spot fest. Il y a eu deux trois belles choses. Par contre, la seule chose qui me laisse un peu sur ma faim par rapport à ce match, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réel rappel de la feud entre Akira Tozawa et V-Brian Kendrick. À part ce petit spot vraiment au début du match où V-Brian Kendrick tout simplement refuse de commencer le match face à Akira Tozawa et va faire le tag à Noam Dar. Sinon ensuite, il n'y a pas vraiment de rappel. Et je trouvais ça dommage parce que ça aurait été classe. Voilà, par exemple, de voir Akira Tozawa qui fait le pin sur Brian Kendrick et Brian Kendrick qui l'attaque juste après pour lui apprendre une nouvelle leçon, des petites choses comme ça. Mais par contre, après, le match reste quand même très bon. Et voilà, il n'y a rien à dire, ça nous donne envie de voir le show, tout simplement. Ensuite, donc, premier match donc, de la soirée, un match entre Sami Zayn et Samoa Joe. Très bon match qui place Samoa Joe over tout simplement et qui pose surtout donc deux questions. La première, c'est qu'est-ce que va devenir Samoa Joe? On sait que lors de son interview, donc son social media lunch qu'il a eu en pré-show, il a annoncé que son plan pour WrestleMania va être révélé très tôt. Donc on aimerait voilà, savoir quel est ce plan pour WrestleMania. Concernant Sami Zayn, on voit pas non plus de plan pour l'instant qui se dessine vers WrestleMania. Il sera peut-être dans la bataille royale en hommage à André le Géant, qui risque d'être pour une fois rempli de bons noms. Ou alors peut-être qu'elle se diriger vers le titre des États-Unis de Chris Jericho, mais on en reparlera un peu plus tard. Donc voilà, globalement très bon match. Je ne suis pas déçu que Sami Zayn perde comme ça par soumission, parce que Sami Zayn est un underdog. Pour l'instant, il tient bien son rôle. Il met over tout simplement les futurs main eventers. Et lui, il aura sa chance, je l'espère, d'ici quelques mois. Ensuite, on a eu un match donc, pour les titres par équipe de WWE entre le club qui ont défendu leur titre face à Enzo Amore et Big Cass. Victoire du club, on en reparle dans quelques secondes. Mais Enzo Amore et Big Cass font un très bon sell job. Que ce soit Enzo Amore, donc pendant toute la première partie du match, lorsqu'il fait malmené par le club, il vend très bien les coups. Ça, c'est quelque chose que Enzo Amore sait bien faire, c'est vendre les coups. Il est peut-être un des workers les moins bons sur le ring pour l'instant dans le main roster, mais il vend très bien les coups et ça, c'est à son avantage. Big Cass, quand il rentre après l'autre tag, vend très bien aussi. Donc voilà, il y a une bonne alchimie entre ces deux hommes. Et je pense que Enzo Amore devrait rester comme ça, à une superstar qui subit les coups. Parce qu'elle est meilleure quand elle subit. Enfin, il est meilleur quand il subit que quand c'est lui qui est à l'attaque. Et donc victoire du club, mais victoire du club alors qu'Enzo Amore avait le pied sur les cordes. Ça c'est un rematch entre les deux équipes, sûrement du côté de WrestleMania. Ça annonce peut-être une victoire des titres donc pour les softs. C'est dommage, je sais que beaucoup de gens ne veulent pas voir les soft champions. Surtout après le carnage que nous a fait Enzo Amore face à Cesaro. Mais bon, moi ça aurait fait un bon petit règne pour le club. C'est dommage parce que le club ne sort pas crédible tout simplement de ce match parce qu'il y a ce petit subterfuge à la fin avec le pied dans les cordes. Voilà, c'est on va dire la déception que j'ai concernant ça. Ensuite, on a eu donc la revanche du Royal Rumble entre Nia Jax et Sasha Banks. Victoire cette fois de Sasha Banks par un petit paquet. C'était prévisible. Le match, globalement, est agréable. Je ne vais pas dire qu'il est bon parce qu'il est vraiment très court, donc on va dire agréable. La surprise donc, de ce petit roll-up de Sasha Banks permet de laisser la boss tout simplement dans le title picture vers un Fatal 4-Way pour WrestleMania. Nia Jax, elle n'est pas non plus décrédibilisée, donc là pareil, elle reste dans le title picture. Et on en reparlera un peu plus tard, mais voilà, match agréable. Ensuite, on a eu un double match entre donc d'abord Jinder Mahal et Cesaro, puis Rusev et Big Show. Deux matchs sont partis d'un angle qui avait commencé donc déjà dans le pré-show, dans lequel Rusev et Jinder Mahal annonçaient qu'ils n'étaient plus par équipe, ce qui a ensuite donc amené à ces deux matchs. Ces deux matchs qui ont tout simplement comme, on va dire, sujet de montrer qui de Jinder Mahal ou de Rusev est le meilleur. Et finalement, les deux perdent leur match. Donc, que ce soit Jinder Mahal qui perd donc, face à Cesaro, clean. Et ensuite, Rusev qui perd face au Big Show, clean.
Mais on voit un Rousseff solide, on voit un Big Show solide aussi. Il faut par exemple 3 chokeslam et un KO punch pour mettre KO Rousseff. Et pour mettre KO le Big Show, ben, il a fallu minimum 3 Maika kick. Il n'a toujours pas terminé au sol. Donc voilà, le Big Show est vraiment tout simplement crédible pour peut-être son match face à Shaquille O'Neal à WrestleMania. Et Rousseff reste crédible. Seule petite déception, c'est que ce segment aurait pu être bien pour un face turn de Rousseff. Et finalement, ça n'a pas lieu. Peut-être à WWE Raw, je l'espère. Sinon, je me questionne sur le futur de Jinder Mahal et Rousseff. Ensuite, on a le match de la soirée, le match pour le titre des Cruiserweight entre Neville et Jack Gallagher. Quel match entre ces deux hommes! Mais quel match! Neville, qui vend très bien son rôle de heel, mais ça c'est depuis qu'il a tourné heel, il le vend super bien. Il utilise que le Phoenix Splash et donc son Way They Walk que quand il en a besoin, sinon après il ne prend peu de vitesse. Il prend peu tout simplement de risques. Donc ça c'est très bien, ça conforte son rôle de heel. Jack Gallagher avec ses coups de boule, mon Dieu! Mon Dieu! Je me demande comment ce mec fait pour ne pas avoir de commotion cérébrale. Parce qu'il t'envoie des coups de boule. Il est fou. Voilà, mais le match entre ces deux est génial, tout simplement, rien à dire, les deux ressortent crédibles. La seule question que je me pose, c'est pour après donc ce match, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Neville va avoir un nouveau challenger? Est-ce qu'on va se construire un match de l'échelle? Ou est-ce que nous allons avoir notre ami Austin Harris qui va faire ses débuts? Austin Harris a cheesé beaucoup ses débuts du côté du pré-show, donc on va voir si ça va arriver. Ensuite un match entre Braun Strowman et Roman Reigns. Très bon match entre ces deux hommes, ça, il n'y a rien à dire. Roman Reigns, on sait qu'il a fait des progrès ces dernières années sur le ring. Braun Strowman, on sait qu'il a fait des progrès aussi. Voilà, le match est génial entre ces deux hommes. Seul point noir, c'est ce booking à la super Roman Reigns. Voilà, Roman Reigns prend tout sur la gueule en weekly. Et là, il se relève, il va gagner le match. Alors qu'il passe notamment à travers la table des commentateurs. Alors qu'il s'est fait dominer par Braun Strowman. C'est dommage. Après, ça aurait été Braun Strowman qui aurait gagné le match, ça aurait été pareil. Ça aurait été une victoire de Super Braun et les fans seraient retournés contre lui. Donc finalement, c'était perdant-perdant sur ce match. Parce qu'il y avait une telle intensité dans ce match que quelle que soit la personne qui gagne ce match, elle paraît tellement fort que le public se retournerait contre. Donc bon, heureusement que c'est Roman Reigns qui a perdu ce match, parce que Roman Reigns a l'habitude des huées. Par contre, voilà, c'est pas... Le résultat du match, on va dire, me laisse un peu sur ma faim. J'aurais espéré un no contest entre les deux, ou une double disqualification, un double décompte à l'extérieur, ces choses comme ça, qui font qu'il n'y ait pas de vainqueur, parce que là, finalement, ça décrédibilise quand même un peu Braun Strowman. Et on ne sait pas vers où il se dirigera. Peut-être vers la bataille royale en hommage à André le Géant, parce que je ne vois pas d'autres plans, tout simplement, pour lui. Donc là, c'est un match donc, pour le titre des divas de WWE Raw entre Charlotte et Bayley. Victoire de Bayley qui vient casser la série d'invincibilité de Charlotte. Ça a été une grosse surprise. Sur le coup, j'ai vraiment été choqué. Après, j'ai bien aimé l'analyse qu'a faite de ce match de Brian Zane, donc de Wrestling with Lightweight, qui dit donc que c'est mieux que la surprise se fasse maintenant. Parce que finalement, si ça aurait été à WrestleMania, certes, ça aurait fait un très beau WrestleMania moment, mais tout simplement, les gens auraient prédit que ça allait se passer comme ça. Tout le monde aurait su que ça allait se passer, que Bayley allait battre Charlotte. Alors que là, finalement, c'est ouvert, on ne sait pas qui sort vainqueur de WrestleMania grâce à ça, justement. Donc voilà, très bonne analyse. Pour ceux qui ont envie donc, de voir la vidéo, le lien sera dans la description. Et voilà, très bonne analyse, encore une fois, de Brian Zen. Et je suis d'accord avec lui. Ça nous a surpris, et c'est ce qu'on attendait de la WWE, de nous surprendre. Après, voilà, pour la grandeur du truc, c'est dommage que ce soit dans un bichot. Mais bon, voilà, au moins, tout simplement, personne ne pouvait nous le prédire que ça arrive comme ça. Sasha Banks présent dans le match, ça permet aussi donc, de construire un Fatal 4-Way. Voir ensuite comment Nia Jax va rebondir de sa défaite un peu plus tôt donc, dans la soirée. Mais voilà, on risque vraiment de se diriger comme prévu vers un Fatal 4-Way entre ces quatre filles.
Enfin, donc le main event de la soirée, un main event qui fait assez polémique par sa rapidité, une victoire en 22 secondes de Goldberg face à Kevin Owens. Goldberg qui devient nouveau champion universel. Alors pour moi, ça me paraissait logique. Dans le sens où Goldberg avait déjà battu très rapidement Brock Lesnar de Survivor Series, on s'en rappelle. J'avais d'ailleurs déjà fait une vidéo analyse à ce moment-là. Le lien sera dans la description, vous pourrez aussi le retrouver vers ici. Ensuite, on a eu donc aussi seulement Goldberg dominant depuis ces Survivor Series. On a cette construction de Goldberg qui devrait faire face à Brock Lesnar. Donc voilà, ça paraissait logique que Kevin Owens n'allait pas s'imposer. Après, ce qui est bien dans ce match, et ce qui n'enterre pas justement totalement Kevin Owens, c'est qu'il joue très bien son rôle de heel, il joue très bien son plan, de faire tourner la montre tout simplement. D'arriver, de monter sur le ring, de dire ah non, 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 je suis pas prêt, il ressort du ring, il remonte, il ressort. Ça c'est très bien. Parce que voilà, ça montre tout simplement son plan qu'il avait déjà dicté lors de WWE en disant qu'il allait perdre du temps, et c'est exactement ce qu'il fait. Ça le place en tant que heel, parce que nous on a envie de voir le match, donc on est obligé de le huer. Et il y a aussi cette petite touche, cette petite intervention donc, de Chris Jericho qui se pointe et qui distrait tout simplement Kevin Owens qui perd juste après donc en 22 secondes. Kevin Owens reste crédible parce qu'il perd pas de lui-même, il perd par la distraction de Chris Jericho. C'est un peu comme ce qu'il y avait eu notamment du côté de Survivor Series entre Edge et Lee, je crois, qui avait perdu très rapidement aussi. Et il me semble que c'était face à Nikki Bella d'ailleurs. Et il y avait aussi eu à WrestleMania, donc quand Daniel Bryan perd en 18 secondes, c'est la même chose. C'est parce qu'il est distrait donc, par le petit bisou de sa belle-aimée Jelly. Donc voilà. Ces trois exemples montrent qu'on peut perdre rapidement mais ne pas être décrédibilisé parce qu'il y a ce petit truc à côté qui fait qu'on ne perd pas parce qu'on est dominé. On perd parce qu'on s'est fait distraire. Donc c'est bien. Puis c'est logique que Chris Jericho apparaisse. Tout simplement parce que ça nous permet de nous poser la question pourquoi Chris Jericho est intervenu. On sait qu'il se dirigeait plutôt vers un titre universel. Ben maintenant, non. Il va se diriger vers Kevin Owens. Ça montre que cette rivalité est personnelle. Et que voilà, que Kevin Owens a Chris Jericho à ses fesses. Et que Chris Jericho veut absolument se venger de Kevin Owens. Donc voilà, cette construction-là, elle est parfaite. Puis Brock Lesnar, Goldberg, au moins ça rajoute un intérêt. Et ça évite un peu, même si c'était passé à WrestleMania 20, où les fans avaient tout simplement boycotté ce match parce qu'il n'avait aucun intérêt que les deux hommes partaient juste après. Là, même si les deux hommes se retirent juste après, ce qui ne devrait pas être le cas pour Lesnar, mais bon, au moins pour Goldberg, les fans auront l'intérêt de savoir qui est le prochain champion universel. Donc ça rajoute un intérêt. Donc voilà, c'est logique, on n'a pas à se plaindre, j'estime, donc, de ce match, c'était prévisible. Certes, on aurait pu avoir de l'overbooking, mais je pense que voilà, ça aurait été vraiment faire de l'overbooking pour de l'overbooking, et finalement on aurait été déçu de ça. Donc bon, globalement, ce qu'on peut dire de ce show, c'est que c'est un show moyen. Il y a eu des bons matchs, il y a eu des décisions un peu surprenantes, il y a eu des décisions logiques, mais globalement, on ne peut pas arriver à rentrer dans le show. On a l'impression d'avoir un Raw de 3h30, 4h. Et forcément, on est déçu de ça. Alors que ça pourrait être très bon. Mais la construction qui est faite avec ces deux petits matchs bonus, avec le segment du New Day, nous fait penser vraiment qu'on est à WWE et qu'on n'est pas en train de regarder un pay-per-view. Et c'est dommage, sachant que c'était le dernier pay-per-view avant WrestleMania. Et ça ne tient pas son rôle parce que ça ne nous vend pas WrestleMania. Donc voilà. Un show moyen qui nous déçoit en partie mais qui reste logique dans la construction. Voilà globalement ce qu'on peut en dire. Voilà, c'est tout. Donc pour le moment, nous on se retrouvera donc aux alentours du 9 mars pour une vidéo concernant la Free Agency. On se retrouvera ensuite pour le premier épisode de l'analyse de show. Et sur ce, moi je vous dis à ciao, bonsoir les amis.